Dans la suite de la discussion générale commune, la parole est à Monsieur Éric Bocquet pour le groupe CRC. Bien, Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, au risque de surprendre notre Assemblée, je voudrais entamer mon propos en citant un couplet d'une célèbre chanson de Bob Dylan, datant de 1964, je la donnerai en français, pour l'anglais ça irait, mais pour la musique je m'en dispenserai. Son titre, Les temps changent. Il n'y était pas du tout question de lutte contre la grande délinquance financière et la fraude fiscale, mais les mots choisis prennent aujourd'hui dans notre débat un tour très particulier, je vais me permettre de les citer. Allez, sénateurs, membres du Congrès, de grâce, entendez cet appel, ne restez pas sur le seuil, ne bloquez pas l'entrée, car celui qui se blesse sera celui qui se sera dérobé. Il y a une bataille dehors et elle fait rage. Bientôt, elle fera trembler vos fenêtres et ébranlera vos murs, car les temps, ils sont en train de changer. Fin de citation. Oui, les temps changent. Oui, chers collègues, à l'évidence, l'évocation de la lutte contre la fraude fiscale recueille aujourd'hui un écho beaucoup plus large, beaucoup plus profond dans l'opinion publique en France et ailleurs. L'évasion fiscale suscite effarement et indignation, et on attend des élus de la République que nous sommes, garants du seul intérêt général, qu'ils s'attaquent résolument à ce que nos concitoyens, de plus en plus nombreux, perçoivent comme un scandale lourd de danger pour nos démocraties. Nous sommes face à un chantier immense. Notre première commission d'enquête, les travaux de nombreux journalistes, de magistrats, d'ONG, menés depuis plusieurs années, ont pu mettre en évidence l'ampleur des chiffres d'abord. Plusieurs dizaines de milliards d'euros pour notre pays, manquant au budget de la nation chaque année. 1 millier de milliards d'euros pour l'Union européenne. Non, mes chers collègues, la France n'est pas dans cette affaire victime de sa fiscalité délirante, confiscatoire, selon les mots de certains de nos responsables politiques. Tous nos partenaires et voisins sont eux-mêmes touchés par le phénomène de l'évasion fiscale. Chantier immense également par la complexité de ces systèmes, de l'ingénierie à l'œuvre au sein des cabinets de conseil et autres avocats fiscalistes. Chantier immense enfin par la très grande prégnance de l'industrie financière jusqu'au cœur de nos institutions. La perception de cette réalité dans l'opinion change effectivement aussi à grande vitesse depuis le début de la crise financière de 2008, qui entraîne la mise en œuvre de politiques d'austérité. La fraude fiscale pour les uns signifie l'austérité pour tous les autres, par défaut de recettes, évasion fiscale, austérité, deux faces d'une même pièce. L'enjeu de la bataille qui doit s'engager avec ce texte est donc à la fois financier et budgétaire, mais il est aussi politique, tant les dégâts causés dans l'opinion publique sont considérables après les révélations nombreuses dans la dernière période concernant des responsables politiques de premier plan jusqu'au sein même du gouvernement de la République. Chacun sait trop combien ici qui se nourrit de cette situation. Je crois véritablement que nous ne pouvons pas ne pas avoir en tête ces éléments de contexte dans notre réflexion, nos débats à venir et dans la présentation de nos propositions finales. C'est à ce prix, je pense, que nous pouvons envisager de redonner à nos concitoyens la confiance indispensable dans nos institutions républicaines. Ce sont donc plusieurs textes qui nous sont soumis. Après la loi de séparation et de régulation des activités bancaires, celui sur la transparence de la vie publique, la réforme du Conseil supérieur de la magistrature et la prévention des conflits d'intérêts, qui participent tous de cette finalité de l'action publique que doit être la transparence. Rappelons ici, cela a été fait par Madame la garde des Sceaux, le 22e rang de notre pays, selon Transparence internationale, au plan mondial des États perçus comme les moins corrompus. Notre groupe travaillera à ce que ce projet de loi aille plus loin que ne le fit le texte sur la séparation des activités bancaires, qui n'est pas, selon nous, au niveau des enjeux. Nous noterons les avancées quant au régime des peines applicables et le renforcement significatif des capacités de contrôle de l'administration fiscale et plus largement des moyens de lutte contre la fraude aux finances publiques. Toutefois, il nous faut ici regretter les 2564 suppressions de postes prévues par Bercy au budget 2014, qui viendront aggraver les chiffres de 15% de baisse des effectifs en 10 ans au sein de la Direction générale des finances publiques.
il serait très dommageable que ces suppressions affectent les moyens dédiés à la lutte contre la fraude fiscale. Il est grand temps de poser un débat plus large sur les moyens dont nous voulons nous doter pour nous attaquer à la source de la gangrène financière qui ronge nos économies, nourrit la spéculation et les trafics. Investir aujourd'hui dans les moyens de la lutte contre la fraude fiscale générera demain des recettes nouvelles. L'enjeu de la France dans ce domaine dépasse largement nos propres frontières. Les déclarations finales, comme celle du G8 en Irlande du Nord le 18 juin dernier, qui ne fixe aucune échéance, aucun calendrier, mais se contente encore une fois d'aligner 10 déclarations d'intention, une fois de plus, ne changera rien à l'évasion fiscale. L'action déterminée et audacieuse de notre pays pourrait aider à changer la donne au sein même de l'Union européenne. Vous le savez, chers collègues, les paradis fiscaux prospèrent sans vergogne sur notre vieux continent, à nos portes, au cœur même de l'Union. Comment peut-on accepter plus longtemps l'attitude schizophrène de nos partenaires du Luxembourg et de l'Autriche quant à la transmission automatique des données? En effet, il n'est pas possible de s'attaquer au sujet de la fraude fiscale en France sans prendre en compte le contexte international et européen qui favorise ces pratiques. Ne faut-il pas remettre à plat nos traités européens qui sanctuarisent la libre circulation des capitaux et la concurrence libre et non faussée, règles de concurrence appliquées bien évidemment aussi à la fiscalité? Ne faut-il pas remettre en question cette règle bloquante de l'unanimité sur toutes les décisions ayant trait à la fiscalité quand d'autres thématiques au niveau européen se traitent à la majorité qualifiée? N'est-il pas temps, mes chers collègues, d'ouvrir le chantier de l'harmonisation fiscale au sein de notre Union, non pas, surtout pas, sous forme d'un dumping fiscal, la course au moins-disant fiscal, non pas en la décrétant administrativement, mais en fixant un objectif politique à terme d'une fiscalité juste et progressive et qui saura aussi trouver une réponse adaptée à ces nouveaux géants de l'économie numérique. Je pense à ces grands groupes, vous les connaissez, Google, Amazon, Apple, entre autres, présents partout, taxés nulle part. C'est un sujet sur lequel des propositions ont été formulées dans le rapport Colin-Colin, ou ici même, au Sénat, par notre collègue Philippe Marini notamment. Trop de failles existent dans notre système qui permettent, voire facilitent la fraude et l'évasion. Cette situation, selon nous, ne doit rien au hasard. Elle ne peut être considérée comme un dysfonctionnement d'un système économique qui, par ailleurs, serait en capacité de répondre à tous les défis humains de notre siècle. Cette dérive de la finance s'est considérablement accélérée dans les années 80. Souvenons-vous de l'arrivée sur la scène politique de Margaret Thatcher en 1979 au Royaume-Uni et de Ronald Reagan en 1980 aux États-Unis. Certains parlèrent à l'époque de révolution conservatrice. Ce fut le lancement d'une libéralisation généralisée de l'économie dans le monde, le recul de la sphère publique, le Big Bang des bourses à Londres, à Paris, et au fond, le début d'une certaine forme de dépérissement des États. Tous ces débordements, accompagnés d'un discours néolibéral, tendant à expliquer que tout le monde profiterait de cette croissance financière dérégulée, mondialisée, débridée, l'histoire aujourd'hui montre bien les limites de cette logique. Et tous les États semblent vouloir faire machine arrière et l'on reparle de nécessaire régulation de la sphère financière. La question, bien sûr, est de savoir si on s'en donne vraiment les moyens, au-delà des discours volontaristes des G20 successifs qui n'ont jamais enrayé le système. On ne peut plus accepter les distinctions byzantines entre fraude fiscale et évasion fiscale, comme s'il existait un bon et un mauvais évitement fiscal. Pour nous, c'est clair, c'est l'évitement fiscal sous toutes ses formes qu'il faut combattre, c'est la source qu'il convient de tarir. C'est d'abord une question de justice, de respect de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui fait un devoir à chacun de s'acquitter de ce qu'il doit en fonction de sa capacité contributive. Le consentement à l'impôt s'appuie sur deux piliers. Le premier est qu'il soit équitablement réparti, que le boulanger du village ne soit pas plus imposé proportionnellement que les grands groupes du CAC 40, ce qui est le cas aujourd'hui. Le deuxième pilier étant qu'une personne en capacité de le payer n'échappe jamais à l'impôt. C'est la condition sine qua non de la pérennité de notre pacte républicain, cela a été dit, je partage complètement ce point de vue. C'est aussi, chacun le mesure, une exigence budgétaire. Les études les plus sérieuses, menées dans le cadre de commissions d'enquête parlementaires ou par des économistes reconnus, ou encore de plateformes associatives de lutte contre la fraude fiscale,
font état de sommes comprises entre 50 et 80 milliards d'euros de moins-value de recettes fiscales pour notre pays et, cela a été rappelé, de 1 000 milliards pour les 27 pays de l'Union. Face à de tels enjeux, comment comprendre la dégradation de notre système de retraite solidaire pour économiser 7 milliards d'euros, geler le point d'indice des fonctionnaires, corseter les budgets des hôpitaux et des collectivités territoriales? Nous avons sur ce point, Monsieur le ministre, ce désaccord fondamental sur ces choix. Tout montre au fil des mois que cette politique mène à l'impasse. Lorsque la sphère publique réduit ses dépenses, elle réduit en même temps mécaniquement ses recettes. L'austérité ne peut tenir lieu de projets politiques progressistes. C'est essentiellement du côté des recettes qu'il faut rechercher des pistes. Et l'évasion fiscale en est une, considérable. Les textes qui nous sont proposés aujourd'hui s'intéressent centralement à la poursuite et à la répression des fraudes avérées. C'est une étape indispensable, mais les quelques 2,5 milliards d'euros de recettes supplémentaires que le gouvernement attend de ces mesures soulignent la nécessité d'élargir le débat à l'optimisation fiscale dans son ensemble, aux questions telles que celles des prix de transfert, effectivement, qui constituent sans conteste la masse considérable de l'évasion fiscale. Sur ces sujets, nous sommes nombreux à attendre des avancées, et je ne doute pas que nos débats permettront d'avancer sur ce sujet. Bien sûr, pour être efficaces, nombre de décisions ne pourront se prendre qu'au niveau européen et international, cela s'entend. Mais nous considérons que la France doit jouer un rôle moteur en faisant preuve d'une très grande audace. C'est pour cette raison que nous regrettons, avec d'autres, que le présent projet de loi n'offre pas plus de souplesse sur le plan procédural. Nous regrettons également que la mise en œuvre de ce texte ne s'accompagne pas de moyens suffisamment renouvelés en personnel et en matériel, puisque la technologie est à l'œuvre. C'est ce qui justifie, entre autres, notre souhait d'une véritable séparation bancaire et notre volonté de doter notre pays d'un arsenal de dispositions contre les produits spéculatifs les plus toxiques, tous ces instruments qui font de l'ingénierie financière l'adversaire et non l'allié de l'économie réelle. C'est également ce qui, à notre sens, exige que l'on redonne au pouvoir politique le pouvoir de création monétaire, car si la Banque centrale européenne est indépendante du pouvoir politique et donc du peuple, elle ne l'est aucunement des banques ni des marchés financiers. Et ce n'est pas le moindre des paradoxes que de la voir aujourd'hui ou hier contribuer par l'injection massive de liquidités à la reconstitution d'une bulle spéculative qui, un jour ou l'autre, risquera d'éclater, avec les conséquences que l'on sait pour les peuples d'Europe. C'est dans cet esprit déterminé, lucide et confiant que nous porterons dans ce débat des amendements visant au renforcement des sanctions, parce qu'effectivement, nous pensons qu'elles doivent être de nature à avoir un effet dissuasif fort. D'autres qui marqueront notre volonté de voir le Parlement associé à ce travail de reconquête. D'autres encore portant à la volonté de voir nos concitoyens au sein des entreprises concernées être mieux associés aux informations, considérant que les questions fiscales intéressent tout le monde et ne sont en aucun cas l'apanage d'experts, de spécialistes ou des seuls économistes. Nous serons également vigilants quant à ce qu'il est convenu d'appeler le monopole du ministre du Budget au sujet des poursuites consécutives à des signalements en matière de fraude fiscale. Nous devons, mes chers collègues, veiller à ce que cette réforme atteigne ses objectifs affichés et ne soit pas une réforme en réaction à des événements survenus dans l'actualité récente, ce que nous avons trop connu dans le quinquennat précédent. Tout doit nous amener à traiter le problème sur le fond et dans la durée. J'ai bien entendu, Madame la Ministre, vos propos à ce sujet dans votre intervention. De ce point de vue, les membres de l'actuelle commission d'enquête sur le rôle des banques et des acteurs financiers dans l'évasion fiscale, dont je salue le président François Pillet, ici présent, auraient trouvé judicieux que ces conclusions soient attendues pour être utilement intégrées à ce projet de loi. Cela dit, nous savons que ce travail s'inscrit dans la durée et nécessitera les efforts convergents de toutes les forces décidées à créer les conditions de la transparence pour la seule défense de l'intérêt général. Ce rassemblement est indispensable. Au-delà de ce qui peut nous diviser, le rapport de la première commission d'enquête avait été voté à l'unanimité. Il est des sujets qui peuvent rassembler. À ce propos, les dizaines d'auditions menées depuis avril 2012 par nos commissions d'enquête nous ont permis de rencontrer autant de personnalités de tous les horizons. Elles sont syndicalistes, magistrats, fonctionnaires, militants associatifs, journalistes d'investigation, économistes, tous à la place qui est la leur, s'engagent dans la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Nous pensons, pour notre part, que cette force doit garder
s'organiser, témoigner et s'engager dans notre combat commun. Cette force sera le point d'appui indispensable pour les législateurs et les gouvernants d'aujourd'hui et de demain. Le Sénat doit jouer tout son rôle dans l'intérêt de nos concitoyens et de la justice sociale. Monsieur le ministre, madame la ministre, c'est dans cet esprit que le groupe communiste, républicain et citoyen s'engage dans ce débat. Nous déterminerons notre vote à l'issue du texte avec comme objectif suprême la reconquête par le politique du terrain qu'il n'aurait jamais dû céder à la finance.